Salut. Je suis professeur à l'Université de Nantes, effectivement. Je suis professeur de psychologie du développement, officiellement. En réalité, je m'intéresse aux différences entre les gens, en général, dans le fonctionnement cognitif. Donc je travaille sur les différences de mémoire de travail, les différences d'intelligence, les différences de contrôle attentionnel. Tout ce qui est des différences dans le fonctionnement entre les gens m'intéresse. Ceux qui ont eu la malchance de m'entendre déjà la semaine dernière vont entendre 2 fois la même blague, mais j'aime bien ouvrir en disant que j'ai aussi la chance d'avoir pour compagne une professeure de lettres dans le secondaire, ce qui me donne la perspective particulière d'avoir quelqu'un à la maison qui m'engueule quand je fais des diapositives qui sont trop théoriques, abstraites, psycho, et pas assez « qu'est-ce que je fais de ça en classe à la fin en réalité ?» Donc j'espère pouvoir vous donner 1 ou 2 choses utiles aujourd'hui. Alors, mémoire de travail. Quand Jérôme me demande d'intervenir sur la mémoire de travail, forcément, j'ai un petit instant de dissonance parce que on est dans une semaine où il y a un truc sur l'esprit critique. Tout le monde adore l'esprit critique. En plus, c'est Virginie Bagneux qui fait l'esprit critique. Waouh! Il y a haut potentiel intellectuel après. Et moi, on me demande de faire de la mémoire de travail. Ça intéresse qui, la mémoire de travail? Bon, en fait, c'est un peu rigolo, la mémoire de travail, vous allez voir. Surtout si on regarde un petit peu comment fonctionnent les tâches. La mémoire de travail a cet intérêt qu'on peut un petit peu se projeter sur ce qui se passe dans les tâches de mémoire de travail et sentir la charge en mémoire de travail quand on essaye de résoudre des problèmes. C'est donc à la fois un truc un petit peu abstrait et puis en même temps une fonction cognitive qu'on peut assez facilement mettre en jeu et dans laquelle on peut assez facilement se projeter en réalité. On va faire 6 choses aujourd'hui et on va commencer par la mémoire de travail. Qu'est-ce que c'est? Un tout petit peu de définition, mais surtout on va jouer avec une tâche ou deux. Les gens confondent souvent la mémoire de travail avec la mémoire à court terme, alors que ce sont 2 concepts assez différents en réalité. La mémoire à court terme, c'est le système cognitif dans votre tête qui réalise le stockage de l'information pendant une très courte durée. Mémoire à court terme, c'est juste du stockage temporaire. Par contraste, la mémoire de travail, c'est le système cognitif qui réalise le stockage temporaire de l'information pendant qu'on la traite. Il y a donc une vraie similitude entre ces 2 définitions, mais vous voyez, la mémoire de travail a un petit quelque chose en plus. On a une partie traitement de l'information actif qui se rajoute par rapport au simple stockage temporaire réalisé par la mémoire à court terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Exemple de tâche. Je vous donne une série de chiffres, vous me les répétez dans le même ordre. On peut faire ça tous ensemble et avoir un bel ensemble vocal dans la salle. Attention, c'est parti. 3, 5, 1, 4, 2, 9, 6. C'est à vous. 3, 5, 1, 4, 2, 9, 6. Stockage temporaire ou stockage et traitement de l'information, à votre avis? Stockage temporaire, facile ou difficile? Ça va? Ça va. En pan transposé, je vous donne une série de chiffres, vous me les répétez en rajoutant plus 2 à chaque chiffre. On y va? 6, 2, 7, 1, 5, 4, 8. Facile ou difficile? Vous voyez la partie stockage, et il y a un traitement de l'information en plus. La première, c'est de la mémoire à court terme. La deuxième, c'est de la mémoire de travail. On a cette partie traitement qui se surajoute, qui vient charger beaucoup plus l'attention, la concentration dans la tâche, qui vient créer cette charge en mémoire de travail. Un deuxième exemple pour illustrer jusqu'au bout, l'empan de mots. Je vous donne une série de mots, vous me les répétez dans le même ordre. Planète, ballon, voiture, canard, tulipe, clé. Mémoire à court terme ou mémoire de travail? Court terme, c'est tranquille, c'est 9h du matin, on y va doucement. En pan alphabétique, je vous donne une série de mots, vous me les répétez dans l'ordre alphabétique cette fois-ci. Ville, étoile, neige, girafe, musique, échelle. Le début, ça va à peu près. Sur la fin, on galère quand même. Mémoire à court terme ou mémoire de travail? Mémoire de travail, on est d'accord. Remarquez au passage l'une des petites spécificités de la mémoire de travail. Dans la salle, il y en a qui sont fortement en difficulté et qui regrettent de ne pas avoir pris une 2e tasse de café avant de venir. Et puis il y en a qui ont beaucoup plus de facilité à réaliser cette tâche. C'est parce que la mémoire de travail présente une vraie variabilité, il y a des vraies différences interindividuelles en mémoire de travail. Vous avez ici sur cette diapositive une petite illustration de la performance, c'est-à-dire du nombre d'éléments que les gens arrivent à mémoriser en mémoire de travail pour un ensemble de participants. Et vous voyez qu'il y a des gens qui, complètement à gauche de l'axe des abscisses, s'en sortent à peu près avec 6 mots, 7 mots, 8 mots, ça marche encore.
Et puis sur la droite, là, il y a des gens qui sont très en difficulté dès qu'on dépasse les quelques éléments à maintenir en mémoire de travail. Donc c'est une fonction cognitive qui a une vraie variabilité, et tous les élèves d'une classe ou tous les enseignants d'une formation ne sont pas complètement égaux devant la difficulté du maintien en mémoire de travail. Voilà pour le qu'est-ce que c'est. Une fonction cognitive qui sert à stocker temporairement et puis à manipuler, traiter cette information qui est stockée en mémoire. Comment ça marche maintenant? Je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec les modèles théoriques, je vais juste vous donner une ou deux petites notions qui vont me resservir pour la suite. On peut dire qu'il y a la mémoire à court terme d'un côté et la mémoire de travail de l'autre, qui se distinguent donc par le fait que la mémoire à court terme ne réalise que du stockage à court terme, tandis que dans la mémoire de travail, on va retrouver une partie manipulation de l'information dans la troisième colonne. La capacité de la mémoire à court terme est forcément très différente de la capacité de la mémoire de travail, vous vous en rendez compte quand on essaye de faire les tâches. C'est beaucoup plus facile de maintenir beaucoup d'éléments en mémoire à court terme que de maintenir beaucoup d'éléments en mémoire de travail en réalisant un traitement de l'information en parallèle. On remarque aussi que la mémoire à court terme dans la vie quotidienne, ça sert globalement à rien. Je vous en redirai un petit mot tout à l'heure, mais concrètement, réfléchissez aux situations de la vie quotidienne dans lesquelles on vous demande d'encoder une série de stimuli et de les rappeler dans le même ordre 3 secondes après, ça arrive jamais. C'est pas quelque chose qu'on fait réellement. C'est vraiment quelque chose d'assez abstrait. Si, vous n'êtes pas d'accord? Alors, c'est une question intéressante. Quand on reçoit un petit code sur son téléphone pour valider un paiement en ligne, par exemple, ou pour valider une identification sur sa banque, et qu'on doit ensuite le retaper à l'écran, si vraiment vous ne faites rien d'autre que regarder le code et le ressaisir sur le clavier, on est encore à peu près dans la mémoire à court terme, mais dès qu'il y a un petit traitement interférent qui se place entre les deux, dès qu'il y a quelque chose en plus qu'on doit faire, dès qu'il est question par exemple d'aller retrouver sur la page sur quel bouton on doit cliquer pour aller saisir son code, on commence à rajouter du traitement de l'information en plus, et on commence à rentrer dans la mémoire de travail. Si c'est vraiment juste « j'entends un code, je le redonne », ouais, c'est de la mémoire à court terme. Mais ça reste quand même assez spécifique. À l'inverse, la mémoire de travail, vous allez voir, je vous donnerai quelques exemples, dès qu'on est sur des tâches complexes, on va commencer à récupérer des besoins, de la charge en mémoire de travail. C'est quelque chose d'assez omniprésent dans la vie quotidienne, contrairement à la mémoire à court terme où il faut vraiment se creuser la tête pour trouver des exemples. En termes de comment ça marche, on peut dire du coup que la mémoire de travail, c'est en gros la mémoire à court terme, pour la partie stockage, plus un truc en plus de l'attention exécutive, qu'on appelle diversement dans les modèles. Des fois, on va parler de contrôle attentionnel, des fois, on parle de contrôle cognitif. Je vais appeler ça attention exécutive aujourd'hui, ce qui me permet de faire un petit écho avec l'atelier sur les fonctions exécutives aussi. Donc, attention exécutive, un genre de capacité à se concentrer, à réguler son comportement, à rester très attentif sur la tâche, si vous voulez. Donc, mémoire de travail, c'est un mélange de juste le stockage passif en mémoire à court terme, mais aussi d'une vraie composante d'attention, d'exécution, de régulation, de manipulation, de traitement de l'information. Le modèle de la mémoire de travail dont on parle toujours aux étudiants, c'est le modèle de Baddeley, qui ressemble à ça. Il y a une partie stockage en bleu qui diffère en fonction du type de matériel. Donc il y a un module en bas à gauche qui est fait spécifiquement pour stocker du matériel verbal, puis un autre module en bas à droite qui est fait pour stocker des images ou des positions dans l'espace. Donc il y a des petits modules de stockage qui diffèrent selon le type de matériel. Et puis il y a un gros module d'attention exécutive, qu'on appelle l'administrateur central dans ce modèle, qui sert à réaliser toute la partie « je me concentre, je maintiens mon attention sur la tâche, je réalise des opérations mentales, je manipule des informations » au sein des systèmes de stockage. Donc une partie purement stockage, qui diffère selon le type de matériel, et puis une partie plutôt traitement de l'information, concentration si vous voulez, qui, elle, est globale et qui se décline dans tous les systèmes de stockage. Ce qui est vraiment important dans la mémoire de travail, c'est cette partie attention exécutive en réalité. Si vous prenez toute une série de tâches de mémoire de travail, c'est les petits carrés sur cette diapositive, si vous prenez toute une série de tâches, vous allez vous apercevoir que bon, les tâches verbales sont toutes un peu reliées entre elles, et puis les tâches spatiales en bas, en bleu, là, sont un peu toutes reliées entre elles aussi, mais toutes les tâches, quelles qu'elles soient, dépendent de la capacité de l'attention. Donc, ce qui détermine vraiment les différences entre les gens, ce qui fait globalement que dans la salle, il y en a qui avaient très envie d'une deuxième tasse de café quand on leur a demandé de remettre des mots dans l'ordre alphabétique, et d'autres qui y arrivaient très facilement. Ce qui génère la différence entre vous, c'est surtout cette aptitude à se concentrer, à réaliser ces opérations. Ce n'est pas tellement votre capacité de stockage à court terme, et vous avez vu que pour la partie stockage à court terme, globalement, tout le monde y arrive. Ce n'est pas la partie stockage à court terme qui est très importante finalement.
Donc le plus important dans la mémoire de travail, c'est pas vraiment le stockage en réalité. C'est pas vraiment la capacité en mémoire qui est importante. Ce qui compte, c'est la capacité surtout à réussir à se concentrer pour faire tout ça en même temps, pour faire les opérations pendant qu'on est en train d'essayer de se rappeler des mots, pendant qu'on est en train d'essayer d'inverser tout ça, pendant qu'on est en train de regretter sa deuxième tasse de café. Il y a plein de choses dans la mémoire de travail. C'est une capacité, la mémoire de travail, qui est déterminée par plein de choses différentes en réalité. La mémoire à court terme et l'attention exécutive, mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a plein de petites briques pour faire une capacité en mémoire de travail à la fin. Ce n'est pas une aptitude qui serait dépendante d'une aire cérébrale, par exemple. Ce n'est pas une seule chose. Votre capacité en mémoire de travail, votre aptitude à intégrer tout ça dans votre tête, dépend de plein de petites briques mises bout à bout. Les différences entre les gens dépendent surtout de l'attention exécutive, mais il y a aussi d'autres composantes qui jouent un rôle, comme par exemple l'aptitude à maintenir les choses dans un certain ordre, l'aptitude à maintenir les éléments dans l'ordre séquentiel, la vitesse de traitement de l'information, les stratégies qu'on utilise pour mémoriser. Si on a dans la salle qui ont essayé de se souvenir des mots en faisant une phrase, par exemple, avec ville, échelle, c'est une échelle qui permet de monter un immeuble dans une ville. Si on a qui ont essayé des petites stratégies comme celle-ci, ça facilite la performance. La motivation va jouer, le niveau de maîtrise du contenu à encoder aussi, et toute une série d'autres paramètres. Pour la maîtrise du contenu à encoder en particulier, on peut dire que plus vous êtes familier avec le type de contenu qu'on vous demande de mémoriser, plus ça va être facile. Si je vous demandais de mémoriser et de manipuler 7 idéogrammes chinois au lieu de vous demander 7 mots, par exemple, ce serait évidemment beaucoup plus complexe, pour ceux qui ne parlent pas chinois dans la salle en tout cas. L'exemple qu'on donne souvent aux étudiants pour illustrer ça, c'est la mémorisation de plateaux de jeux d'échecs, comme celui-ci. Il y a des très jolies études qui montrent que des experts aux échecs sont capables de mémoriser le plateau que je viens de vous montrer et de le reproduire à la perfection en ne l'ayant regardé que pendant 5 secondes. Donc, 20 pièces, 5 secondes, ça marche quand on est très bon aux échecs. Ça ne marche pas quand on n'est pas un grand maître aux échecs. Et il y a une autre petite parenthèse amusante avec ça, c'est que ça ne marche que si les pièces représentent une partie réelle. Si vous demandez au grand maître aux échecs de mémoriser une partie avec 5 reines, 3 rois et une disposition des pions qui n'a pas de sens, ils auront une performance exactement équivalente à la vôtre. Donc la mémoire de travail s'appuie aussi sur les connaissances qu'on a, sur le niveau de maîtrise qu'on a du contenu, sur l'habitude qu'on a avec le contenu. Plus traiter le contenu est difficile pour vous, moins c'est du contenu dont vous êtes familier, plus ça va être difficile. Vous voyez que je vous pose des petits jalons pour quand on va parler de classe après. Le niveau de maîtrise des élèves face au contenu que vous leur demandez de manipuler va influencer directement la facilité pour eux à manipuler ça dans leur tête en intégrant toutes les informations en même temps. Dernier point fondamental sur la mémoire de travail, ça évolue au cours de la vie. Pour plein de raisons en fait, comme ça dépend de plein de choses, il y a plein de choses qui vont faire évoluer la mémoire de travail, qui vont créer une trajectoire de la mémoire de travail avec le développement. Chez les enfants, la mémoire à court terme se développe, les très jeunes enfants ont une mémoire à court terme plus faible que les enfants plus âgés, donc la mémoire à court terme va se développer, le contrôle attentionnel, l'attention exécutive va se développer. Les très jeunes enfants, ils ont du mal à alterner entre la partie mémoire et la partie je remets les mots dans l'ordre alphabétique. Quand ils commencent à essayer d'inverser deux mots, ils ont déjà oublié tout le reste de la série. Et puis avec l'âge, l'aptitude attentionnelle exécutive à jongler entre tout ça va se développer. La vitesse de traitement augmente avec l'âge. Pour les enfants un peu plus âgés, comme ils traitent les choses plus vite dans leur tête, c'est plus facile d'inverser des mots avant d'avoir oublié le reste de la série, puisque les opérations se réalisent plus vite. Les stratégies de mémorisation se développent. Bref, il y a plein de choses qui se développent avec l'âge et qui expliquent que la mémoire de travail augmente considérablement au cours du développement. Si vous représentez la trajectoire de la mémoire de travail sur une tâche, ça donne des trucs comme ça, avec une capacité très faible pour les enfants de 4 ans ou 6 ans, qui augmente considérablement jusqu'au début de l'adolescence, et puis après, à partir de 16 ans, on est à 4-6 ans par ici, 12-14 ans par ici, et puis sur la fin de l'adolescence, à 18, 20, 22 ans, ça plafonne, ça reste à peu près constant. Et ensuite, ça décline, quand on vieillit. À partir de 25 ans, à peu près, ça commence à dégringoler, là. Ouais, vous êtes fichus. Hein. Globalement, autant moi que vous, on est sur la trajectoire déclinante pour la mémoire de travail. C'est d'ailleurs l'un des trucs qui décline pas mal avec le vieillissement et qui explique, en partie, parmi d'autres facteurs, la baisse de l'efficacité cognitive au cours du vieillissement. La capacité en mémoire de travail diminue et du coup, les opérations qu'on va pouvoir réaliser en mémoire de travail deviennent de plus en plus difficiles. À quoi ça sert cette histoire de mémoire de travail? Qu'est-ce qu'on en fait?
Et pourquoi est-ce que Jérôme s'est dit « chouette, on va mettre de la mémoire de travail, ça va amuser tout le monde ». La mémoire de travail, c'est intéressant parce que cet aspect stockage de très courte durée avec une capacité très limitée, mais facilement accessible à la conscience pendant qu'on traite de l'information, cette définition un peu complexe de la mémoire de travail, en fait, cette définition un peu complexe, elle s'applique à plein de manipulations d'informations dans la vie quotidienne. Pour les plus hardware d'entre vous, on peut dire que la mémoire de travail forme une genre de mémoire vive de la cognition, finalement. C'est un peu la RAM de votre ordinateur mental, si on veut donner une image. Plus j'ai une grosse mémoire vive, plus ça va être facile de réaliser des opérations dedans. Autant la mémoire à court terme dans la vie quotidienne, bon, ça va. Autant la mémoire de travail, retenir un numéro de téléphone le temps de l'écrire, vous voyez que mon exemple est presque identique à votre histoire de code. Sauf que moi, je le mets dans la mémoire de travail parce que quand je vous donne mon numéro de téléphone pour que vous l'écriviez, il va vous falloir le temps de sortir votre répertoire, de retrouver le bouton pour créer un nouveau contact, ou bien de chercher un papier et un crayon dans votre sac. Et il y a tout de suite une partie interférence, il y a tout de suite un traitement de l'information en réalité. Donc à part dans le cas où je vous donnerai exactement mon numéro et où je vous demanderai de me le répéter à l'identique, dès qu'on est en train de retenir un numéro de téléphone, le temps de l'écrire et de trouver comment l'écrire, on est déjà dans la mémoire de travail. Retenir une consigne, le temps de l'appliquer, c'est aussi de la mémoire de travail. Pendant que vous êtes en train de réaliser un exercice à partir d'une consigne que je vous donne, il va vous falloir vous souvenir de la consigne pendant que vous faites l'exercice. Donc il y a un stockage temporaire de la consigne pendant le traitement de l'information demandée par l'exercice que vous êtes en train de faire. Retenir le début d'une phrase longue pour comprendre la fin, c'est aussi de la mémoire de travail. Si je vous fais une phrase de 15 km dans laquelle je ne m'arrête pas et dans laquelle je mets plein de propositions subordonnées qui sont organisées avec des parties relatives qui font qu'il faut se rappeler du début de la phrase pour réussir à se rappeler de ce que j'étais en train de vous dire au début, parce que cette phrase décrit un aspect de la mémoire de travail qui est important dans le contexte du modèle que je suis en train de vous présenter depuis tout à l'heure, si vous avez oublié le début de la phrase au moment où vous arrivez à la fin, vous allez avoir du mal à avoir une bonne compréhension verbale de ce que je suis en train de raconter. Donc il y a un aspect compréhension qui est important. Retenir les résultats intermédiaires d'un calcul mental, pareil, je vous donnerai quelques exemples dans 3 minutes. Donc plein de choses qu'on demande dans la vie quotidienne, et en particulier à des élèves dans une salle de classe, vont aller taper dans la mémoire de travail, parce que plein de choses qu'on demande nécessitent de maintenir de l'information en mémoire pendant qu'on réalise un traitement. C'est assez difficile de s'en passer, finalement. Il y a plein de jolies descriptions de la mémoire de travail qui aident à comprendre cette idée-là. Je vous ai mis les plus poétiques ici. La mémoire de travail est l'atelier où l'on assemble nos idées. La mémoire de travail est la scène du théâtre de la conscience sur laquelle les idées jouent leur rôle d'acteurs, illuminés par le projecteur de l'attention. La mémoire de travail est le tableau noir de la cognition. J'aime bien celle-ci parce qu'elle donne une transition intéressante pour comprendre ce qui se joue avec ces histoires de mémoire de travail. C'est un peu moins poétique que la scène du théâtre de la conscience. Mais ça permet de présenter ça comme ça. La mémoire de travail, c'est le petit tableau noir sur lequel vous allez écrire vos opérations mentales, le temps de les réaliser. Si vous avez un tout petit tableau noir, là, vous allez pouvoir faire des opérations simples à base de donuts, comme Homer Simpson. Et puis si vous avez un super grand tableau noir, ça fait beaucoup de place pour écrire des opérations très complexes, et ça va faciliter, du coup, la réalisation de problèmes complexes. Donc, bonne capacité en mémoire de travail, beaucoup de place en mémoire de travail, ça veut dire beaucoup de place pour réaliser des opérations compliquées, ça facilite la réalisation de tâches complexes, de tâches cognitives complexes. Et pour cette raison, la mémoire de travail est impliquée dans toutes les tâches de raisonnement complexes. On ne peut pas trouver de très bon exemple de tâches de raisonnement un tout petit peu complexes dans laquelle il n'y ait pas de mémoire de travail. Dès qu'on vous demande de faire un truc compliqué, il va y avoir une histoire de maintien de l'information en mémoire pendant que vous traitez de l'information. Pour résoudre une tâche de logique, il faut intégrer toutes les contraintes simultanément, par exemple. Donc, dès que vous devez raisonner logiquement, il est question d'intégrer des contraintes, des éléments, des règles logiques, des chiffres, des mots, du traitement de l'information. Il est question d'intégrer tout ça dans votre mémoire de travail. Exemple. Le test de Cattell, un vieux test d'intelligence dont plus personne ne se sert, mais que j'aime bien parce qu'il est un peu rigolo. Le test de Cattell, le concept, c'est vous devez trouver parmi les 5 propositions en bas l'image dans laquelle on peut placer un point qui respecte les mêmes contraintes, les mêmes règles logiques que l'image d'exemple du haut. Donc ici, il vous faut une image dans laquelle on peut mettre un point qui sera à la fois dans le carré et dans le cercle. Vous regardez les 5 propositions et vous me dites la 3, on est d'accord.
un point qui va être dans le carré, dans la demi-ellipse et en dessous de la barre de la courbe, là. Dans l'arrondi de la barre, si vous voulez. 2, si je mets mon point là, il sera dans le rectangle, il sera dans la demi-ellipse et il sera en dessous de la courbe, on est bon. Vous avez compris le principe? Pardon? Non, la 3, ce ne sera pas dans l'arrondi de la courbe, si vous le mettez dans la demi-ellipse. Allez, faisons un vrai exemple maintenant. Alors vous voyez que c'est un test d'intelligence, hein, c'est un test de raisonnement logique, il n'est pas du tout question de mémoire ici normalement. C'est présenté, vendu et interprété exclusivement comme un test d'intelligence. Mais en réalité, pour réussir la tâche, il est bien question de maintenir des choses dans votre mémoire de travail. Vous remarquez aussi que si je suis en train de vous distraire activement en vous parlant en même temps, ça rend la tâche beaucoup plus complexe. Parce que je suis en train de diviser un petit peu votre attention, là. Je suis en train de répartir votre attention entre le test et ce que je suis en train de vous raconter. Et forcément, ça démultiplie la difficulté de maintenir les choses dans votre mémoire pour les intégrer, puisque vous avez moins d'attention disponible pour le faire. Ce que vous faites jamais, bien sûr. Placer les élèves en situation de double tâche, c'est un truc qu'on ne fait absolument jamais. Vous avez la réponse? La 4. Alors, si je vous le fais à l'oral, vous allez voir tout de suite la mémoire de travail. Pour trouver la réponse, il vous faut une image dans laquelle on peut placer un point qui sera dans le cercle, pas dans le carré, en dessous de la ligne continue et en dessous de la ligne pointillée, mais pas dans le triangle, et un autre point qui sera dans le triangle, pas dans le cercle, pas dans le carré, en dessous de la ligne pointillée et au-dessus de la ligne continue. Et il faut intégrer tout ça en mémoire de travail. Donc c'est une tâche d'intelligence, certes, mais il faut absolument de la mémoire de travail pour la réussir. Et la 4, ça marche... Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher, là, comme ça. Je me souviens plus de la réponse? Oui, mais ça a l'air de marcher, c'est pas mal. On va dire la réponse 4. Alors c'est vrai de n'importe quelle tâche complexe, c'est vrai de n'importe quelle tâche d'intelligence. La tâche d'intelligence, de raisonnement logique la plus utilisée dans le monde de la recherche, c'est la tâche des matrices de Raven, celle-ci dans laquelle il faut trouver la pièce manquante en bas à droite. Alors, je peux essayer de vous faire réfléchir 2 secondes si vous voulez. Ouais, oui, on a le temps. Est-ce que je vous refais la blague de continuer à vous parler en même temps pour... Alors, je ne suis pas très gentil avec vous parce que c'est une tâche de difficulté progressive normalement, et je vous balance directement sur un problème de difficulté intermédiaire sans avoir vu les exemples d'avant, c'est forcément un peu difficile. Le concept, c'est que sur chaque ligne, on a des barres verticales et des barres horizontales, et il y a 3 types de barres qui existent. Il y a les barres courbes, épaisses, noires, il y a les petites barres fines, et puis il y a les grosses barres blanches. Et dans chacune des entrées de la matrice, là, dans chacune des cases, si vous voulez, il y a une fois une barre, une fois 2 barres et une fois 3 barres verticales, une fois une barre horizontale, une fois 2 barres horizontales et une fois 3 barres horizontales. Et les 3 types de barres sont chacun représentés une fois pour les barres verticales et une fois pour les barres horizontales. Donc en bas à gauche, j'ai 2 barres horizontales, et en bas au milieu, j'ai une barre horizontale, donc en bas à droite, il me faudra 3 barres horizontales. C'est la même logique pour les types de barres et pour les barres verticales. Donc du coup, il nous faut trouver la réponse dans laquelle on aura 3 barres horizontales et 2 barres verticales, et les barres horizontales doivent être des grosses barres blanches, et les barres verticales doivent être des petites barres fines. Et là encore, vous voyez que ça fait un ensemble de contraintes logiques qu'il faut réussir à intégrer, dont il faut réussir à se souvenir pour réussir la tâche. C'est pas du tout présenté comme une tâche de mémoire, mais on est obligé d'intégrer tout ça en mémoire de travail pour la réussir. Calcul mental, 43 moins 7 fois 2 plus 16 sur 2. Facile. Facile, mais vous voyez qu'il est bien question, pour réussir à arriver au résultat, de maintenir les différentes étapes intermédiaires dans sa tête pour réussir à toutes les intégrer entre elles. Syllogisme, si Alice est plus aimable que Bob et Bob n'est pas moins aimable que Caroline, peut-on dire qu'Alice n'est pas plus aimable que Caroline? C'est à vous. Tâche en apparence simple, mais là encore, il faut manipuler les phrases dans sa tête, probablement inverser la phrase « Bob n'est pas moins aimable que Caroline » pour réussir à recoder ça d'une façon qu'on arrive à comprendre. Et cette inversion demande bien une charge en mémoire de travail. J'ai un dernier exemple, compréhension de texte complexe. Si je vous donne une consigne elle-même un peu complexe, du genre commenter les intentions et les émotions des personnages, la consigne n'est déjà pas transparente, hein. Il y a 2 choses différentes à commenter. Il va falloir lire le texte en réfléchissant à la fois aux intentions et aux émotions,
Et il faut que je lise le texte en me rappelant de ces deux choses que je dois faire. Et ensuite, on vous demande de lire le texte complexe. Et vous voyez que, aussi bien, il faut maintenir la consigne dans sa tête pour faire le traitement de la tâche, et en plus, le texte lui-même demande de la manipulation de l'information, surtout si on n'est pas expert du matériel, parce qu'il va falloir faire des petites analyses dedans pour se dire « galant à la triste figure », ça veut dire quoi? Ça veut dire il a les joues qui tombent un peu, là, comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il est pas content. Qu'est-ce que ça veut dire galant à la triste figure? C'est quoi un galant, déjà? Il y a des petites opérations mentales pour réussir à décoder le texte, en plus du maintien des différents éléments du texte, parce qu'il faut se rappeler de la première phrase au moment où on arrive à la dernière pour comprendre le sens global, tout en se rappelant de la consigne. Et ça, c'est aussi de la mémoire de travail. Donc, n'importe quelle tâche complexe, on a cet aspect mémorisation temporaire de l'information pendant qu'on traite l'information. On ne peut pas réaliser des opérations complexes sans avoir besoin de maintenir des informations en mémoire vive, sans avoir besoin, sur son petit tableau noir mental, d'écrire des choses pendant qu'on réalise le traitement de la tâche. Donc il y a toujours de la manipulation de l'information vers des choses qui sont stockées temporairement en mémoire. La mémoire de travail est donc assez omniprésente dans les tâches complexes, et puisque la mémoire de travail est assez omniprésente dans les tâches complexes, la capacité en mémoire de travail d'un individu est très liée à ses capacités de raisonnement. On peut dire que la mémoire de travail, c'est le meilleur prédicteur qu'on a de l'intelligence générale d'un individu. C'est-à-dire que si je veux essayer de deviner votre score sur un test d'intelligence, je peux vous faire passer une tâche de mémoire de travail. C'est les meilleurs tests cognitifs qu'on a pour essayer de deviner l'intelligence sans mesurer l'intelligence directement. Corrélé à 0,36 avec l'intelligence. Alors une corrélation nulle, c'est 0, et une corrélation parfaite, c'est 1. 0,36, on est plus proche de 0 que de 1 quand même. L'intelligence n'est pas égale à la mémoire de travail. Il y a quand même un gros écart entre les deux, mais ça reste finalement pas mal lié à l'intelligence, et pour quelque chose d'aussi complexe que l'intelligence, c'est déjà pas mal en réalité. Donc, meilleur prédicteur dont on dispose pour l'intelligence générale, mais c'est un peu rapide de dire ça parce que la mémoire de travail n'est pas juste liée à l'intelligence, la mémoire de travail est liée à plein de choses. La mémoire de travail est fortement liée à la réussite scolaire dans son ensemble, par exemple. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les notes d'un élève en classe ou son devenir académique sont corrélées avec sa mémoire de travail. La mémoire de travail corrèle avec les notes, ça corrèle avec les notes au bac par exemple, ça corrèle avec la moyenne en classe, ça corrèle avec les compétences verbales, les compétences mathématiques, mais aussi plein de trucs beaucoup plus complexes comme apprendre un langage de programmation. La qualité de la prise de notes en classe dépend de la mémoire de travail, l'aptitude à réprimer des pensées intrusives, bref, dès qu'on est sur des choses un petit peu complexes, on se retrouve avec une corrélation, un lien avec la mémoire de travail. Les gens qui ont une bonne capacité en mémoire de travail réussissent mieux à faire tout ce qui est sur cette diapositive, entre autres. Entre 0,30 et 0,50 de corrélation en général, selon les tâches. Donc des relations qui ne sont jamais parfaites, mais qui sont relativement élevées pour de la psychologie cognitive. Voilà pour la partie 3, à quoi ça sert la mémoire de travail? Ça sert à plein de trucs en fait. Ça sert à toutes les tâches complexes, y compris donc à toutes les tâches complexes qu'on demande aux élèves en classe. On va faire une brève parenthèse sur la question est-ce qu'on peut améliorer la mémoire de travail des élèves? Du coup, c'est une question que les gens se posent souvent, aussi bien les enseignants que les enseignants-chercheurs, les chercheurs sur la mémoire de travail. Une fois qu'on a dit la mémoire de travail c'est super important et ça sert à tout, le réflexe logique c'est de se dire ah bah du coup il suffit d'augmenter la mémoire de travail de mes élèves et puis ils vont vachement mieux réussir, ça va être super. Alors est-ce qu'on peut faire ça? Augmenter sa performance en mémoire de travail, c'est pas très dur. Il suffit d'utiliser des stratégies efficaces et puis votre mémoire de travail va mécaniquement avoir une meilleure performance. Il y en a plein des stratégies qui marchent en mémoire de travail. L'autorépétition, par exemple, se répéter les mots qu'on doit mémoriser dans sa tête le plus vite possible. Autorépétition subvocale, c'est-à-dire à voix basse, donc dans sa tête. L'autorépétition subvocale, ça marche très bien pour augmenter la performance en mémoire de travail. Le chunking, réaliser des groupes de mots, si je vous mets les mots, ce sera plus facile. Si je me demande de mémoriser ces 6 mots-là, par exemple, je peux faire des groupes de mots, du chunking. Donc au lieu de mémoriser porte et plat, je vais imaginer un porte-plat dans ma tête. Ça fait un seul truc à mémoriser, ça prend moins de place. Faire une phrase avec les mots, le ciseau qui me sert à laver mes vêtements a besoin d'instructions pour passer la porte. C'est bon, j'ai mémorisé 4 mots, il suffit que je me rappelle de la phrase et c'est facile. Se représenter une image visuelle avec cette phrase, encore mieux. J'imagine un ciseau de lavage qui a besoin de consignes pour passer une porte parce qu'il n'y arrive pas tout seul. Très simple.
Si je vous donne un petit exemple pour illustrer, essayez de me mémoriser une liste de mots en faisant une phrase dans votre tête. Wagon rouge, dragon, cravate, immeuble, alarme, bagnole. Il n'y a même pas d'histoire d'ordre, mais en fait, si vous faites une phrase, vous allez naturellement vous en souvenir à peu près dans l'ordre. Un wagon rouge, sur lequel... Allez-y. Parfait. Pas très dur, hein, vous voyez, ça fait beaucoup de mots pourtant, mais dès lors qu'on met du sens, ça va à peu près. Par contre, c'est très dépendant au type de matériel. Faites-moi une phrase avec ça. Vous faites moins les malins avec ça qu'avec un dragon qui porte une cravate. Hein. Donc, ça marche la génération de phrases, mais ça marche quand on a des mots qui s'y prêtent bien et qui sont très concrets pour pouvoir les associer entre eux et faire des images avec. Cette dépendance au type de matériel, elle est vraie pour n'importe quelle stratégie. Le chunking, ça marche plus ou moins bien, faire des groupes là. Ça marche bien pour des chiffres, ça marche bien pour des mots qu'on arrive à associer. Ça marche très mal pour d'autres choses. Faire du chunking pour une tâche de calcul mental, par exemple, comme tout à l'heure, ça ne va pas fonctionner du tout. Faire des phrases, ça marche ici, mais ça ne va pas marcher pour du syllogisme, comme avec Alice, Bob et Caroline tout à l'heure. Donc, des stratégies, il y en a, mais c'est des stratégies qui sont dépendantes au type de matériel et en plus qui demandent un effort soutenu. C'est-à-dire que pour réaliser cette phrase-là dans votre tête, ça vous demande en soi des efforts. Il vous faut du temps, il faut vous imaginer les choses, il faut réussir à trouver des associations qui font sens pour vous, et ça demande des efforts. Donc, c'est des stratégies qui existent, vous allez les trouver dans la littérature. Dans les bouquins de vulgarisation sur la mémoire de travail, on vous dit des fois « Ah, apprenez des stratégies à vos élèves !» En fait, c'est un très mauvais conseil. Ce n'est pas du tout des choses qui sont réalisables quand on est dans le cadre de la résolution d'un problème complexe. C'est des stratégies qui existent, qui fonctionnent pour des tâches de mémoire de travail, mais qui ne sont pas du tout transférables à du calcul mental, à des syllogismes, à de la compréhension de texte. Évidemment, quand on est dans l'exemple de compréhension de texte de tout à l'heure, vous n'allez pas demander à vos élèves de faire des groupes de mots ou de s'auto-répéter les mots le plus vite possible. C'est des choses qui n'ont pas de sens, en fait, quand on sort de la simple tâche de mémoire de travail. Alors, du coup, il y a plein de gens qui ont eu envie d'essayer d'entraîner la mémoire de travail pour augmenter la performance de raisonnement. C'est CogMed le truc le plus vendu pour ça. Ça coûte 1 000 € par an, à peu près. Il y a plein de gens qui achètent ça. C'est très acheté par les psychologues. C'est très acheté parce que, ouais, booster la mémoire de travail de mes enfants et après ils vont mieux réussir en classe et ils auront une meilleure vie. Super, quelle excellente idée. En fait, ça marche pas. Mais vraiment pas. Hein. Ça sert à rien d'entraîner la mémoire de travail. Vous allez réussir à entraîner les tâches de mémoire de travail parce que les enfants vont développer des meilleures stratégies, justement. Ils vont réussir à développer leurs compétences pour résoudre les tâches sur lesquelles vous les entraînez. Par contre, ça ne va pas du tout se transférer à d'autres tâches de raisonnement. Ça ne va pas du tout se transférer à la vie quotidienne. Donc, si vous regardez un petit peu ce que donnent les résultats dans la littérature sur les entraînements en mémoire de travail, la ligne médiane, là, c'est 0, c'est bénéfice 0. Il ne se passe rien, l'entraînement n'a servi à rien. Sur les tâches que vous avez entraînées, on a des jolis gains de performance, ça marche très bien. Si je vous fais faire 500 tâches de mémoire de travail d'affilée, au bout d'un moment, vous allez réussir mes tâches. Ça fonctionne. Par contre, sur la deuxième et la troisième ligne, le transfert à d'autres tâches de mémoire de travail est déjà nettement plus faible. C'est-à-dire que sur d'autres tâches de mémoire de travail qui ne sont pas celles sur lesquelles vous vous êtes entraîné, ça marche déjà nettement moins bien. Et puis alors tout ce qui est transfert à la vie quotidienne, transfert à des tâches de raisonnement, raisonnement non verbal, compréhension lecture, arithmétique, les 4 dernières lignes là, on est sur des bénéfices à 0, en gros, il ne se passe rien. Vous pouvez faire 1000 heures d'entraînement à la mémoire de travail, votre compétence en raisonnement logique ne va pas augmenter à la fin, parce que ça se transfère pas du tout. Donc typiquement, l'entraînement CogMed est un investissement pour le succès de votre enfant. C'est le slogan de CogMed sur la page web. On peut rajouter une petite flèche là qui dit pour le succès de votre enfant dans les tâches CogMed. Cette absence de transfert fait que ce n'est pas forcément un investissement extrêmement rentable. Donc de façon générale, tous les trucs à base de on peut augmenter la mémoire de travail en faisant ceci ou cela, c'est vraiment globalement des pièges pour gagner de l'argent, quoi. Alors, je ne dis pas que les éditeurs de tests sont de mauvaise foi, hein. Ils savent probablement que le transfert n'est pas terrible, mais on peut argumenter que bon, ça augmente un peu la mémoire de travail en tant que telle, à la limite, pourquoi pas. Enfin, il est certain que si vous êtes en train de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour faire ça, pour essayer de favoriser la destinée de vos enfants, c'est quand même probablement de l'argent que vous auriez mieux investi ailleurs. Donc,
Entraîner la mémoire de travail, améliorer la mémoire de travail des élèves, non, pas trop en fait, hein, pas vraiment, pas faire grand-chose avec ça. Alors si on ne peut pas faire grand-chose avec ça, ça veut dire que ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est se demander comment nous, on peut faire nos cours d'une façon qui ne charge pas la mémoire de travail de nos élèves. C'est plutôt ça, parce qu'il existe des différences interindividuelles, il y a des gens qui en ont une bonne, il y a des gens qui en ont une mauvaise, c'est pas malléable. À partir du moment où c'est pas malléable, ça veut dire qu'il faut qu'on joue avec ces caractéristiques préexistantes de nos élèves pour essayer de travailler avec, pour essayer d'optimiser notre façon d'enseigner d'une façon qui va jongler avec ces contraintes cognitives. Alors, on pourrait prendre 2 minutes pour réfléchir, avec par exemple une typologie des gestes pédagogiques ou dans votre tête, peu importe. Qu'est-ce qui se passe dans une salle de classe et en quoi est-ce que ça implique la mémoire de travail? Si vous réfléchissez 3 minutes et si on fait mon petit pictogramme de discussion rapide en bas à droite, là, est-ce que vous avez des exemples de choses qui se passent dans une salle de classe, de gestes pédagogiques, de situations de la vie quotidienne dans une salle de classe, qui font particulièrement appel à la mémoire de travail de vos élèves? Activité de quoi? De phonologie. Oui, il y a un aspect mémoire de travail dans la manipulation de phonèmes, tout à fait. Protocole expérimental. Je ne sais pas exactement ce que vous mettez derrière. Suivre les différentes étapes d'une expérience. Ouais. Jongler entre faire les trucs, noter les trucs, se rappeler ce qu'on devait faire après. Mémoire de travail, complètement. Calcul mental, ça marche aussi. Opération mathématique en général. Résolution de problèmes, voilà un truc qu'on fait souvent. Lecture et interprétation d'un texte, c'est bon aussi. La dictée, c'est carrément de la mémoire de travail. Mais vous êtes déjà sur des activités, et en fait, si vous réfléchissez carrément à type de choses qu'on fait dans une salle de classe, le simple fait de donner la consigne d'un exercice et de demander aux élèves de le faire, c'est déjà de la mémoire de travail. Vous êtes en train de dire aux élèves ce qu'ils doivent faire et ils doivent s'en souvenir pendant qu'ils le font. Donc il y a une charge en mémoire et il y a un traitement de l'information en parallèle. La prise de notes en classe, le côté écouter le cours et prendre des notes en même temps, il faut vous rappeler de la phrase que l'enseignant vient de prononcer pendant que vous êtes en train de vous demander comment vous allez écrire ça. Et c'est aussi de la mémoire de travail. Donc toute la partie prise de notes charge la mémoire de travail. Les interactions avec l'enseignant pour le fait de lever la main pour poser une question tout en se rappelant de la question qu'on avait par rapport à ce que l'enseignant a continué à expliquer le temps qu'il arrive jusqu'à vous pour vous demander quelle était votre question, c'est aussi de la mémoire de travail, puisqu'il faut maintenir votre question en mémoire le temps qu'on vous demande quelle est votre question, tout en continuant à vous expliquer des choses. Donner les consignes d'une activité pendant qu'une activité est réalisée, c'est de la mémoire de travail. Tout ce que vous me donnez comme exemple d'activité complexe dans la réalisation de l'activité elle-même, c'est de la mémoire de travail aussi. Et il y a une petite partie support pédagogique là à côté. Le décodage, la lecture, l'interprétation, la compréhension d'un support pédagogique complexe, c'est aussi intégrer toutes les informations du support pédagogique entre elles. Donc c'est aussi maintenir des choses en mémoire de travail pendant qu'on traite de l'information. C'est aussi de la charge en mémoire de travail. On peut, c'est pas le sujet de ce que je dois vous raconter aujourd'hui, mais on peut brièvement faire une parenthèse pour dire que la mémoire de travail est pas mal impliquée dans tout ce qui est troubles spécifiques des apprentissages, troubles neurodéveloppementaux, troubles 10, si vous voulez. On dit souvent que l'un des principaux problèmes avec les troubles 10 en classe, c'est la mémoire de travail, en réalité. Alors pour plusieurs raisons différentes, et qui dépendent un peu des troubles dont on est en train de parler. En haut à gauche, par exemple, l'exemple du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un élève qui a une faible attention, la mémoire de travail, c'est l'attention qui est au cœur du sujet. Donc si vous avez une faible attention, ça veut dire faible capacité en mémoire de travail. Ça veut dire à la fois difficulté à se rappeler des consignes pendant qu'on fait l'exercice, difficulté à prendre des notes tout en écoutant l'enseignant, difficulté à faire les activités. Bref, c'est l'une des principales problématiques pour le TDAH en classe. Mais c'est aussi le cas pour d'autres troubles des apprentissages auxquels on n'associe pas forcément ça en premier lieu. Pensez à la dyspraxie, par exemple, le trouble développemental de la coordination, si vous voulez. Ce trouble 10 dans lequel les élèves ont du mal à apprendre des séquences de gestes complexes et à se repérer dans l'espace. La dyspraxie va de pair avec des troubles de l'ordre sériel, pour mettre les choses dans le bon ordre. Vous savez, c'est ces élèves-là qui sont incapables de mettre 2 dates dans l'ordre chronologique sur une fiche chronologique. Cette difficulté à se rappeler des choses dans l'ordre, ça va casser la mémoire de travail dès qu'il est question d'intégrer des éléments dans l'ordre. Mais en plus, il y a tout le côté dans la dyspraxie, difficulté avec les gestes complexes. C'est des élèves qui ont souvent un problème de dysgraphie aussi, qui ont du mal à prendre des notes, à écrire correctement. Si ça vous demande énormément d'attention d'arriver à écrire avec une belle écriture soignée pour que ce soit lisible, cette attention que vous êtes en train de consacrer à l'écriture, c'est de l'attention que vous n'avez pas pour maintenir en mémoire de travail la consigne, l'exercice, les informations, le cours, etc.
Donc les élèves qui ont du mal avec l'écrit, avec l'écriture, l'acte graphique d'écrire, sont des élèves qui sont très en difficulté avec la mémoire de travail, parce que le simple fait d'écrire les place déjà fortement en situation de double tâche, comme moi quand je suis en train de vous parler pendant que vous êtes en train d'essayer de résoudre mes matrices de Raven. Là. Pour des élèves avec cette difficulté-là, l'acte d'écrire présente la même charge que ça en a pour vous d'écouter mon discours pendant que vous résolvez des matrices. Donc c'est la mémoire de travail qui pose beaucoup de problèmes pour ces élèves-là aussi. Même le côté dyslexie, c'est la même chose. De l'attention que vous devez consacrer à décoder le texte écrit, c'est de l'attention dont vous ne disposez pas pour réaliser l'exercice, vous rappeler de la consigne, et ainsi de suite. Donc c'est souvent ça l'une des difficultés majeures des élèves avec les troubles 10, c'est d'arriver à pas trop charger la mémoire de travail en devant donner de l'attention supplémentaire à des choses qui sont à peu près automatisées pour les autres élèves, mais qui ne le sont pas du tout quand vous avez une dyslexie, par exemple. Au-delà de ça, à quoi ça sert la mémoire de travail dans une salle de classe et comment c'est impliqué dans les apprentissages exactement? Ça nécessite qu'on prenne 5 minutes pour parler un tout petit peu de comment la mémoire de travail joue dans l'acte d'apprentissage. Exemple, si je vous dis 3 tortues flottaient sur un morceau de bois et un poisson nageait en dessous d'elles. Pour faire un acte d'apprentissage, il y a plusieurs étapes. Il faut mémoriser, stocker une trace en mémoire, il faut se souvenir d'un truc. Il faut comprendre ce stockage que vous venez de faire, il faut comprendre cette information que vous venez de stocker en mémoire pour en créer un modèle dans votre tête, pour créer un genre de modèle mental de la réalité, pour créer une représentation, si vous voulez, de ce qu'on vient de vous transmettre. Et ce modèle mental de la réalité que je suis en train de vous donner, ce modèle mental que vous êtes en train de construire, plus exactement, il va falloir l'intégrer durablement à vos savoirs. D'un point de vue sémantique, il va falloir enrichir ce que vous savez sur la base de ce modèle. Et apprendre, c'est cette partie, transférer le modèle mental qu'on a construit à partir des informations qu'on a mémorisées dans un savoir à long terme. Si dans mon exemple, je vous demande quelle était la phrase que je vous ai présentée il y a 3 minutes. C'est une phrase qui n'est pas très compliquée, mais la question est assez difficile en réalité. La question est assez difficile parce que c'est des phrases qui, vous voyez, sont assez équivalentes. Et ce que vous avez dans votre tête, c'est pas la phrase exacte que je vous ai donnée, probablement. C'est probablement plutôt le modèle que vous vous êtes fait de la situation que j'étais en train de représenter. Vous vous êtes fait un genre d'image avec des tortues, un morceau de bois, il y a un poisson en dessous. Vous n'avez pas mémorisé exactement la phrase. Vous avez une représentation de la phrase. L'apprentissage de contenu en classe, il se fait sur la base de ce modèle mental. Il ne se fait pas sur la base de la phrase elle-même. L'apprentissage ne se fait pas sur la base exacte de la réalité. Il se fait sur la base du modèle que les élèves se font de la réalité. Donc quand on vous donne de l'information complexe, vous mangez cette information complexe, vous la stockez très brièvement en mémoire, le temps de vous en faire une image, de vous en faire un modèle mental, et c'est ce modèle mental-là que vous allez utiliser ensuite pour apprendre, pour enrichir vos savoirs sémantiques. Ce modèle mental, donc, il ne va pas stocker directement la perception, il ne va pas stocker directement exactement la phrase. Il va stocker ce que vous avez compris et l'image que vous êtes faite de la phrase. Il est donc détaché de la source, détaché du contexte d'encodage, détaché de exactement quelle formulation a été utilisée. L'exemple sur ma diapositive, c'est où étiez-vous assis quand vous avez appris ce qu'était la psychologie cognitive, quels vêtements portiez-vous, quelle heure était-il et quelle était la définition exacte qu'on vous a donnée de la psychologie cognitive. Bon, c'est avec psychocognitive sur ma diapositive, mais on peut faire ça avec la didactique si vous voulez. Quel vêtements portez-vous et quelle était la définition exacte qu'on vous a donnée de la didactique la première fois? Vous voyez que c'est une question qui est quasiment insoluble, même si vous avez une excellente représentation de ce qu'est la didactique, parce que vous vous êtes fait une image mentale de ce qu'est la didactique. Vous n'avez pas appris par cœur exactement une définition, ou en tout cas vous vous en souvenez pas forcément maintenant. Vous avez une image, une représentation mentale, et c'est cette représentation mentale avec laquelle vous travaillez. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça va être important pour la mémoire de travail dans 2 minutes, vous allez voir. Ce modèle mental, là, c'est une représentation mentale qui a à peu près la même structure que la réalité, ce qui va nous permettre de transférer la réalité dans ce modèle mental, mais ce n'est pas exactement la réalité. Et cette création du modèle mental, pour des élèves, elle n'est pas automatique. Il va falloir que les élèves déploient un effort, qui s'investissent volontairement dans la tâche pour extraire les idées, les lier entre elles, interpréter la phrase, décoder la phrase, se construire une image mentale de la phrase. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire automatiquement, créer un modèle mental. Il va falloir l'élaborer, ce modèle mental. Ça va prendre du temps, ça va demander des efforts. Je ne vous fais pas la représentation
de comment ce modèle mental se fait de façon dynamique au cours d'une tâche. Il y a une partie d'initialisation des idées, on enrichit progressivement ces idées en faisant des liens entre les concepts. On intègre petit à petit les idées nouvelles que l'enseignant amène pour enrichir le modèle mental qu'on a commencé à faire. On doit faire des allers-retours avec les situations qui sont présentées pour vérifier que la qualité du modèle mental est bonne, éventuellement l'ajuster pour enlever des idées ou rajouter des idées si on a mal compris quelque chose, le corriger du coup pour tenir compte de ça. Donc c'est une représentation dynamique qui se construit progressivement pendant un cours, pendant la durée d'un enseignement. Pour faire un modèle mental, on maintient et on intègre toutes les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, tout en les vérifiant et en enrichissant et en corrigeant petit à petit. Donc cette création du modèle mental, elle demande du maintien d'informations en mémoire de travail. Pour réussir à vous faire un modèle mental de ma petite phrase, là, avec les tortues, il faut intégrer toutes ces informations en mémoire. Donc il faut maintenir dans votre mémoire de travail 3 tortues, ça flotte, c'est sur quelque chose, il y a un morceau de bois, et puis il y a un poisson qui nage en dessous. Donc ça fait au moins 3 grandes catégories d'idées, ça dépend comment on compte, mais au moins 3 gros trucs. Il y a 3 tortues, il y a du bois, il y a un poisson. Il y a les relations entre ces éléments en plus, et tout ça, il va falloir le maintenir en mémoire de travail et l'intégrer en mémoire de travail pour réussir à vous faire ce petit modèle mental. Il va aussi falloir récupérer des informations en mémoire à long terme pour que ça marche. Et on retrouve cette histoire de tout à l'heure, vous vous rappelez, la mémoire de travail, c'est plus facile quand on a des connaissances, quand on connaît déjà, quand on maîtrise bien déjà le type de contenu. Si vous ne savez pas ce qu'est une tortue, ou si vous n'avez pas d'image mentale de ce qu'est une tortue, c'est beaucoup plus difficile de vous faire un modèle mental de la situation. Donc ce modèle mental, là, il demande de la mémoire de travail, et puis il demande des connaissances aussi, des connaissances à long terme. Pour faire un modèle mental, il y a 3 grandes étapes, et c'est ma dernière idée complexe pour ma petite intervention d'aujourd'hui. Il y a 3 gros processus de création d'un modèle mental, en gros. On commence par vous présenter une idée, qui peut être le cycle de l'eau, ou une histoire de tortue qui nage sur des poissons de bois, ou une autre connaissance qui vous intéresse en classe, une règle grammaticale peut-être. On commence par vous présenter une idée, l'élève va analyser perceptivement cette idée, et puis il y a un premier gros processus qui va se déployer ici. Une fois qu'on a traité vraiment les éléments de surface, quelle était la phrase, qu'est-ce que l'enseignant vient de dire, on va devoir sélectionner l'information pertinente dans tout ça. Quand vous expliquez le cycle de l'eau, il y a plein de choses dans ce que vous expliquez qui ne sont pas utiles. Il y a il y a des exemples, il y a des reformulations, il y a des redites. Il va falloir trier dans tout ça, sélectionner juste les quelques éléments d'information dont on a besoin pour faire un modèle mental avec. C'est le premier gros processus qui a lieu. Une fois qu'on a sélectionné l'information, cette information qu'on a sélectionnée va arriver dans la mémoire de travail. Donc j'ai pris ma phrase avec mes histoires de tortues, là, et puis j'ai quelques informations pertinentes, 3 tortues, flottées, morceaux de bois, poissons. Je mets tout ça dans mes mémoires de travail. À l'intérieur de cette mémoire de travail, je vais devoir organiser les informations entre elles. Je vais devoir analyser la structure logique globale. C'est pas juste comprendre le cycle de l'eau, savoir qu'il y a telle étape, telle étape, telle étape, évaporation, transpiration, etc. Il faut faire du lien entre ces étapes, il faut faire du lien entre ces éléments, il faut les connecter entre eux. Donc il y a un aspect organisation de l'information en mémoire de travail. Et une fois que j'ai réussi à organiser mes informations en mémoire de travail, pour en faire un apprentissage, il va falloir que j'intègre ça avec mes savoirs à long terme, il va falloir que j'intègre ces connaissances dans ma mémoire à long terme, et donc c'est le côté intégration. Comment je vais réussir à faire passer ces quelques éléments que j'ai dans ma mémoire de travail sous forme d'apprentissage à long terme, sous forme de connaissances qui vont s'ancrer, de connaissances qui vont s'inscrire quelque part, de telle sorte que 40 ans après, je vais me rappeler à peu près ce que c'est le cycle de l'eau. 3 grosses étapes, donc, qui tournent, vous voyez, autour de la mémoire de travail. Apprendre un contenu scolaire, c'est intégrer en mémoire à long terme, intégrer des savoirs sémantiques, à partir du modèle qu'on s'est construit, du modèle mental qu'on s'est construit en mémoire de travail, des informations qu'on a sélectionnées dans le discours de l'enseignant. Apprendre, c'est sélectionner des informations dans le discours pour construire un modèle mental en mémoire de travail, modèle mental qu'on va ensuite intégrer avec ses connaissances à long terme. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Hop. C'est vrai que ça ne va pas dans l'autre sens. Peut-être la dernière petite idée que je peux vous donner là-dessus avant de passer au conseil pratique, c'est de vous dire que ce modèle mental, une fois qu'on l'a, on va l'utiliser pour donner du sens à la réalité. Une fois qu'on a compris à peu près ce que c'était le cycle de l'eau, une fois qu'on a ce modèle mental-là,
Ce modèle mental, on va l'utiliser pour interpréter les choses. On va l'utiliser pour « Ah mince, le prof est en train de me montrer un diagramme avec des nuages et de la pluie qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est vrai, modèle mental, il y a des histoires d'évaporation et après ça retombe. Ok, je comprends à peu près ce qui se passe. Et comme je comprends à peu près ce qui se passe, je peux faire des inférences. Je peux me dire que le fait que le nuage, là, il soit au-dessus de la mer, ça veut dire que probablement c'est de l'eau qui est en train de s'évaporer depuis la mer, parce que l'eau, elle s'évapore, et du coup, si c'est au-dessus de la mer, il y a de l'eau dedans, donc ça doit être de l'eau qui s'évapore, probablement. On va utiliser ce modèle mental pour faire des inférences, faire des déductions, donner du sens à la réalité. Et du coup, alors il y a différents types d'inférences, mais à la limite, peu importe, les inférences qu'on fait vont permettre d'améliorer le modèle mental en retour. Le fait de pouvoir faire des déductions à partir de mon modèle mental, le fait de pouvoir générer des nouvelles idées, tirer des déductions, intégrer les informations du cours dans le modèle, va me permettre d'améliorer mon modèle mental, d'enrichir ma représentation de la situation, d'intégrer tout ça pour corriger et amener des nouvelles choses dans mon modèle mental jusqu'à avoir une représentation de meilleure qualité de la réalité. Et tout ça, bien sûr, a lieu en mémoire de travail, dans laquelle je suis en train de manipuler mon modèle. Qu'est-ce que je fais avec tout ça, concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la création d'un modèle mental en mémoire de travail dans le cadre d'un contenu de cours? Comment je fais pour travailler avec la mémoire de travail? Pour faire simple, puisque la mémoire de travail est impliquée dès que vous demandez à l'élève de garder des informations en tête pendant qu'il réalise une tâche, tout ce que vous pouvez faire pour rendre les informations plus facilement accessibles pour les élèves va diminuer la charge en mémoire de travail. Donc, la première chose à garder en tête, c'est plus je minimise la charge en mémoire, plus je rends l'information accessible sans demander un maintien à l'élève en mémoire, plus ça va être facile. Donc, typiquement, si vous donnez une tâche complexe, maintenir les consignes affichées pendant la tâche, c'est déjà une aide pour l'élève. C'est une assez mauvaise idée de juste donner une consigne et de laisser les élèves se débrouiller, quand vous pouvez simplement écrire la consigne pour que les élèves puissent s'y reporter quand ils veulent. Ça ne va pas supprimer la charge en mémoire de travail, il va quand même falloir garder les idées en tête, mais ça évite déjà aux élèves de passer toute la tâche à se répéter « je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça ». S'ils oublient, c'est marqué au tableau. C'est vrai pour n'importe quelle situation dans laquelle on peut alléger un peu la tâche des élèves en demandant de diminuer la quantité de choses qu'ils doivent garder en tête. Tout ce qui est prise de notes à l'écrit, par exemple, c'est pareil, c'est plus simple si vous affichez un plan de cours dans lequel l'élève peut se repérer que si juste vous dictez à l'oral et que l'élève doit vraiment réussir à intégrer complètement la partie prise de notes à l'écrit avec la partie discours oral. C'est plus simple s'il y a un support qui ne demande pas que tout soit dans la mémoire de l'élève et que l'élève ait une référence visuelle, par exemple. Donc, ça se généralise à peu près n'importe quel type de tâche. Plus vous laissez les choses facilement accessibles sans demander aux élèves de les mémoriser, plus c'est facile. Très spécifiquement, sur la partie formation d'un modèle mental et compréhension d'un cours, il y a un dernier modèle dont on a besoin pour aujourd'hui, c'est le modèle de la charge en mémoire de travail. Quand vous devez créer un modèle mental d'un cours ou d'une situation, dans la création de ce modèle mental, il y a différents types de charges. Il y a une charge intrinsèque, c'est toute la charge liée à vraiment l'intégration des idées entre elles du cours que je suis en train de vous donner. La charge intrinsèque, c'est la charge qui découle du fait que je suis en train de vous balancer plein d'idées et qu'il faut réussir à les maintenir en tête pour les intégrer entre elles. Il faut faire des connexions. Donc ça, c'est la charge vraiment liée au contenu lui-même. C'est ce que je suis en train de vous expliquer est compliqué. Il y a la charge inutile. Ça, c'est la charge qui est liée à la complexité de la présentation. C'est la charge liée à la nature de l'information que je vous présente perceptivement. Est-ce que mes diapositives sont jolies? Est-ce qu'il y a des dessins qui servent à rien? Est-ce qu'il y a beaucoup de texte qui est en train de vous perdre? Est-ce que je donne des exemples inutiles et qui vont trop vite, qui font que vous perdez le fil de mon discours? Donc c'est toute la charge qui est liée à la façon dont je vous présente l'information. Et ça, c'est pas de la charge très utile pour vous. C'est de la charge liée au fait que j'ai beau faire de mon mieux, je suis pas toujours un très bon prof aujourd'hui. Je me suis levé tôt, et puis c'est fatigant, et puis je m'embrouille un peu dans mes explications. Désolé. Ça, c'est de la charge inutile. Et puis après, il reste les ressources restantes dans la mémoire de travail de l'élève, les ressources qui sont consommées ni par le contenu conceptuel lui-même, ni par les trucs inutiles dans lesquels je suis en train de vous perdre. C'est les ressources qui restent à l'élève, c'est la place qui lui reste libre en mémoire de travail pour faire ces petites opérations mentales. C'est la place dont on dispose à la fin, qui n'est pas chargée par tout le reste, qui va permettre de faire du calcul mental, d'additionner des mots entre eux pour faire de la compréhension de texte. C'est toute la place qui reste à la fin pour faire les opérations complexes dont on a besoin pour s'approprier un contenu de cours.
Pour réussir à faire un bon modèle mental chez ces élèves, il faut donc favoriser la mémoire de travail de ces élèves pour qu'ils aient le plus de ressources restantes possible et le moins de charges possible, autant pour la partie charge intrinsèque que pour la partie charge inutile. Alors, minimiser la charge intrinsèque, c'est pas très facile, parce que c'est du vrai contenu de cours conceptuel, hein. Quand les choses sont compliquées, elles sont compliquées. Par contre, minimiser la charge inutile, c'est quand même bien. La charge inutile, ça sert vraiment à rien. Ça, c'est la partie où vos explications sont embrouillées, où vos supports pédagogiques sont améliorables. Et ça, si on peut le minimiser, c'est quand même vraiment chouette. Donc, puisqu'on ne peut pas faire augmenter la mémoire de travail des élèves, puisqu'on ne peut pas faire augmenter leurs ressources restantes, ce qu'on peut faire, c'est diminuer la partie charge intrinsèque et la partie charge inutile. Ce qu'on peut faire, c'est présenter nos informations de cours de telle façon qu'il y a le moins de charge possible pour qu'il leur reste le plus de ressources possible à la fin. Exemple. Comment je fais pour aménager la charge intrinsèque ? Le plus simple pour aménager la charge intrinsèque, c'est de segmenter les informations. Vous vous rappelez qu'il y a une partie sélection de l'information pour créer le modèle mental. Il faut que je sélectionne ce qui est vraiment pertinent dans le discours, et il y a une partie organisation aussi, organisation des informations entre elles dans le modèle mental. Pour ces deux choses-là, le mieux, c'est de segmenter l'information. C'est beaucoup plus facile si c'est segmenté, avec des petits tirets, avec des petits découpages, avec des listes à puces. C'est beaucoup plus facile si c'est segmenté que si c'est d'un seul bloc. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à sélectionner et à organiser l'information si c'est un gros bloc de texte que si on fait des petites pauses, si on s'arrête entre les phrases, par exemple, pour marquer des découpages logiques. Donc ça marche à l'oral quand on fait des pauses, ça marche à l'écrit quand on représente des choses avec des tirets. Segmenter, c'est toujours plus simple pour réussir à sélectionner et à organiser l'information. Donc ça limite le nombre d'idées à intégrer simultanément, ça facilite l'organisation, ça charge moins la mémoire de travail que si je vous donne un pavé de 300 lignes de texte. Donc segmenter, c'est bien. Utiliser les connaissances intérieures, c'est bien aussi. Si vous ne redonnez pas les choses que les élèves savent déjà, ça veut dire aussi que ça leur fait moins d'informations entre lesquelles sélectionner, ça fait moins de choses à organiser entre elles. Alors, évidemment, il faut que ce soit des connaissances intérieures que vous êtes sûr que les élèves ont déjà. Il faut redonner les prérequis quand il y en a, mais ça ne sert à rien de redonner des connaissances que tous les élèves ont et qui sont vraiment très simples pour eux. Ça ne fait que densifier l'information que vous présentez, ça va rendre plus difficile de trier, de sélectionner, d'organiser, si vous donnez des informations qui ne sont pas directement utiles dans la tâche. Donc, si je veux expliquer que l'ampoule doit être connectée à la pile, je ne vais pas remettre un truc à côté où j'écris une ampoule, c'est un dispositif qui sert à générer de la lumière. Bon, ok, les élèves le savent. Cette source d'information supplémentaire, là, elle est inutile, du coup. C'est pas de la charge qui aide à comprendre, c'est juste une charge qui va imposer aux élèves de plus segmenter, de plus trier, de plus sélectionner, de plus organiser. Si j'enlève ça, les élèves vont tout aussi bien comprendre puisqu'ils savent ce qu'est une ampoule, mais ça va faire moins d'informations, donc moins de charge en mémoire de travail. Pour la charge inutile, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aménager la charge inutile. Je vous en donne quelques-unes et après j'arrêterai de vous embêter pour aujourd'hui. Le texte tout seul, c'est moins bien que du texte et des images. Le texte tout seul, c'est moins bien que du texte et des images, parce que le fait de présenter une image, zut, à chaque fois je me fais avoir, le fait de présenter une image facilite tout le processus en réalité. Présenter une image en plus du texte, ça permet à la fois de faciliter la sélection de l'information. Vous savez que ce qui est important dans mon discours, c'est ce qui est représenté sur l'image en plus. Du coup, ça facilite le fait de trier donc, ce que je vous dis, ce qui est du détail et ce qui est vraiment important par rapport au contenu. Ça facilite l'organisation des informations entre elles. Un bon schéma, c'est quand même plus simple de voir les connexions logiques entre les éléments du cours. Ça facilite tout, en fait, le fait d'avoir une petite image illustratrice. C'est encore plus vrai si l'image est animée. C'est le gros intérêt des images, c'est de pouvoir montrer des animations, montrer des découpages, montrer des étapes, montrer un processus séquentiel. Et ça facilite toute cette partie sélection et organisation des informations si les trucs apparaissent petit à petit, plutôt que tous en même temps. Donc donner des images, généralement, c'est une bonne idée. C'est le principe multimédia pour diminuer la charge inutile. Les modalités de présentation, c'est aussi un truc sur lequel on peut jouer. Montrer un texte et une image en même temps, c'est moins bien que montrer de l'oral plus une image sans avoir de texte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de comprendre un diagramme si je vous l'explique à l'oral que de comprendre un diagramme si vous devez en plus jongler entre le diagramme et le texte qui est écrit dessous. Donc oral plus image, ça marche mieux que texte plus image, parce que texte plus image, en mémoire de travail, c'est plus compliqué. Il faut répartir l'attention entre le texte, l'image, le texte, l'image, le texte, l'image, faire des allers-retours entre les deux.
c'est un peu plus compliqué qu'avoir deux sources d'informations différentes, une qui passe par l'auditif et une qui passe par le visuel. Parce que c'est des systèmes de stockage différents dans la mémoire de travail. Ce n'est pas les mêmes boîtes de mémoire à court terme. Il y a une partie stockage verbal, il y a une partie stockage visuel. Et donc du coup, c'est plus facile si on répartit les choses entre le canal verbal et le canal visuel que si on met tout sur du visuel. Où là, il faut arriver à jongler un peu plus entre les différents trucs. Donc ça marche mieux oral plus image que texte plus image, pavé de texte plus image. Non-redondance des informations, c'est mieux de faire de l'oral plus une image que du texte plus de l'oral plus une image. C'est pas une très bonne idée d'avoir un texte qui est redondant avec ce qu'on est en train de dire à l'oral. Oral seul, bon, ça va. Oral avec de l'image, c'est encore mieux. Mais de l'oral plus de l'écrit plus du texte, c'est plus compliqué en mémoire de travail. Parce que si je suis en train à la fois de vous donner l'image et de vous donner le texte et de vous donner des informations à l'oral, ça fait 3 canaux d'informations différentes entre lesquels il faut répartir son attention. L'élève va devoir aller jongler entre il y a un truc qui est écrit, il y a un truc qu'on me dit à l'oral, et il y a une image, et je dois regarder à la fois ce qui est écrit et l'image tout en écoutant ce qu'on me dit à l'oral. Et en fait, tout ça parle de la même chose, mais je dois arriver à sélectionner ce qui est pertinent entre les trois et à jongler entre les trois. Ça charge plus la mémoire de travail que d'avoir simplement de l'oral avec de l'image, qui demande moins de filtrage, moins de sélection, moins d'organisation. Donc moins de texte, c'est toujours mieux, même s'il faut laisser les informations pertinentes affichées. Minimiser la quantité de texte et s'appuyer sur l'oral, c'est quand même plutôt une bonne idée globalement. Principe de contiguïté, un texte et une illustration à côté, ça marche moins bien que du texte dans l'illustration. C'est beaucoup plus facile de comprendre une illustration si le texte est directement intégré à l'intérieur que si on a une illustration avec un gros pavé de texte en dessous. Parce que, là encore, attentionnellement, c'est plus simple. Au moment où j'ai besoin de l'information importante, quand je suis en train d'explorer l'image, elle est déjà écrite dans l'image. Donc j'ai pas besoin d'aller faire des allers-retours entre le texte et l'image pour essayer d'intégrer tout ça en mémoire de travail. Les informations étant présentées au même endroit, au même moment, c'est beaucoup plus facile de sélectionner les informations et d'aller les organiser entre elles. Donc plus facile d'intégrer si les informations sont contiguës, présentées au même endroit. Principe de cohérence, plus le support est simple, plus c'est facile. Plus on rajoute des informations interférentes, plus ça veut dire qu'il faut jongler entre plein de trucs pour réussir à comprendre le cours. La musique d'ambiance en cours, par exemple, il y a des collègues qui font ça, c'est une moitié de bonne idée en fait, parce que les élèves, s'ils sont en train d'écouter la musique, ils sont en train de partager leur attention entre la musique et le contenu de cours. Donc ça fait une charge en mémoire de travail plus importante, ça rajoute une charge inutile d'aller se concentrer sur la musique d'ambiance. Donc d'un point de vue psycho-affectif, c'est peut-être sympa, mais d'un point de vue charge en mémoire de travail, c'est pas terrible. Les bruits de fond, c'est pareil. Bref, tout ce qui est informations interférentes qui ne sont pas directement le contenu de cours va avoir tendance à rendre plus complexes les informations à traiter, donc à maximiser la charge en mémoire de travail. Donc c'est aussi bien de faire des supports simples et de minimiser les informations interférentes quand on peut. Tout ce qui est mots, images, sons, vidéos, tous les trucs qui ne sont pas directement pertinents pour la compréhension aussi. Ça veut dire aussi que les images qui sont juste décoratives, les images qui ne sont pas directement intéressantes pour soutenir le contenu de cours, sont souvent plutôt une mauvaise idée. Les élèves vont partager leur attention entre ce que vous racontez et la petite image décorative, et le temps qu'ils passent à traiter l'image décorative, c'est des ressources en mémoire de travail qu'ils n'ont pas pour comprendre le contenu du cours. Donc c'est pareil, ça rend le truc un peu plus joli et agréable, affectivement c'est sympa, mais par contre en termes de mémoire de travail, les images décoratives sont plus empêchantes que vraiment aidantes. Ça veut dire aussi qu'il faut faire un petit peu attention à sa mise en forme parce que toute la mise en forme qui n'est pas directement pertinente pour comprendre le contenu de cours va charger la mémoire de travail en plus. Les élèves interprètent toutes les variations dans ce qu'on leur dit, toutes les variations sur un support de cours notamment. Puisque les variations sont toujours interprétées, tout ce qui est varié sur un support va charger la mémoire de travail. Quand je vous présente ça, vous allez être en train de vous demander « mince, pourquoi est-ce que ça c'est écrit moins gros que ça ?» Si ça c'est écrit plus gros, ça veut peut-être dire que c'est un point plus important. Ah, et en plus ça c'est souligné, donc si c'est souligné, ça veut dire que ça c'est encore plus important. Et donc ce temps que vous passez à être en train d'essayer de décoder mes petites variations de graphiques là, c'est de la charge en mémoire de travail en plus, c'est des informations en plus que vous allez essayer d'intégrer. Donc ça veut dire aussi que ça vaut le coup de simplifier ces supports de cours en minimisant le nombre de variations graphiques là, en faisant un truc simple. À droite, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facilement compréhensible qu'à gauche. C'est la même information, mais à droite, vous voyez tout de suite comment c'est découpé.
Donc c'est segmenté de façon plus simple, c'est plus facile à organiser, c'est plus facile de générer un modèle mental des troubles de la lecture à droite qu'à gauche. Ça, typiquement, diapo au hasard prise sur Internet, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Désolé pour le collègue qui a fait ce cours, mais c'est tellement avec des petites variations de police, de taille, de soulignage ou pas soulignage, que c'est très long à décoder et ça charge beaucoup la création du modèle mental de tout ça en mémoire. Je crois que c'est mon dernier point illustratif. Signaler l'information, ça facilite la sélection de l'information, donc c'est plus simple. C'est-à-dire que si on met des petites étiquettes avec des petites flèches pour dire « regardez, c'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il se passe un truc », c'est plus facile que si on laisse les élèves se débrouiller avec l'image complète, qui demande de sélectionner toute l'information dans l'image et de faire le tri eux-mêmes pour voir à quel endroit il faut regarder. Attentionnellement, c'est plus difficile, et ça va rendre plus difficile la création du modèle en mémoire de travail. Donc guider l'attention sur le support fait partie des trucs qui allègent la charge en mémoire de travail. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'enseignement en présentiel marche bien par rapport à l'enseignement en distanciel. C'est que quand on est face aux élèves, c'est plus facile de leur dire « regardez ça, là, au bout de mon doigt, sur le tableau, c'est ça qu'il faut regarder ». Ça diminue la quantité d'informations globales entre lesquelles ils doivent faire le tri. J'ai une information à traiter, c'est celle sur laquelle pointe le doigt de l'enseignant. Et ça, c'est un petit peu plus simple. Voilà pour les exemples. 1h11, c'est le moment que j'arrête et où Jérôme va commencer à me regarder avec des gros yeux, c'est ça? 2 minutes? Bon. Je vais juste vous dire un dernier truc alors. Toutes les situations qui permettent d'utiliser et de mettre en pratique le modèle mental pour faire des inférences avec sont des situations qui vont aider à ancrer le modèle mental en mémoire à long terme, à intégrer ce modèle mental aux connaissances sémantiques. Parce que vous vous rappelez qu'il ne faut pas juste créer le modèle mental en mémoire de travail. Après ça, il va falloir l'intégrer aux connaissances à long terme. Et cette partie intégration aux connaissances à long terme, elle est largement faisable grâce aux inférences. Donc tout ce qui va permettre de mettre en jeu, mettre en pratique ce modèle mental est une bonne idée. Tant que vous n'avez pas intégré ce modèle mental aux connaissances à long terme, il reste en mémoire de travail. Et vous avez vu à quel point c'est fragile, la mémoire de travail. Hop, petite distraction et c'est parti, on ne se rappelle plus. Donc pour que ça s'ancre en connaissances à long terme, pour que ça passe en mémoire sémantique, là, pour que ça s'ancre en connaissances à long terme, il va falloir le mettre en jeu, ce modèle mental. Vous ne voulez surtout pas que vos élèves gardent leur modèle mental juste en mémoire de travail. Dans 30 secondes, ils l'auront oublié. Donc il va falloir aider ce modèle mental à s'ancrer dans les connaissances à long terme. Et pour ça, le plus simple, c'est de travailler sur les inférences, sur la mise en pratique, la mise en application du modèle mental, confronter à la réalité, faire élaborer plus profondément le truc, poser des questions, diversifier les contextes dans lesquels on présente ce modèle. Bref, tout ce qui permet de réutiliser, de mettre en application, de mettre en pratique est une bonne idée. Résoudre des tâches difficiles qui demandent de mettre en jeu ce modèle mental, généraliser à des modes de représentation différents. On a travaillé sur un texte, maintenant on va travailler sur une image. Faire collaborer les élèves entre eux, expliquer, questionner, élaborer, bref. Tout ça, ça permet de mettre en jeu le modèle mental et ça facilite, à la fin, le fait que ce modèle mental parte de la mémoire de travail, c'est vraiment trop fragile ce truc, pour s'ancrer dans les connaissances à long terme, et là, normalement, c'est solide et on est tranquille. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, je crois que vous pouvez de toute façon télécharger les petites diapositives sur le site, mais si jamais, j'en ai une copie là aussi si vous préférez. Voilà.